Leur accueil chaleureux. Donc, on va parler de la conduite à tenir devant l'infarctus aigu du myocarde. Pour ce qui est de la terminologie, l'infarctus du myocarde, aigu du myocarde, va être appelé syndrome coronaire aigu avec décalage du segment ST, ou en anglais le STEMI, donc c'est ST Elevation Myocardial Infarction. On définit l'infarctus du myocarde sur le plan anapathe par une nécrose myocardique d'au moins de plus de 2 cm² du myocarde, qui est secondaire à une thrombose aiguë, brutale et totale d'une artère coronaire, donc l'artère nourricière du cœur. Sur le plan clinique, il associe une douleur thoracique qui survient au repos, qui dure plus de 30 minutes, donc résistante, prolongée, oui, avec à l'ECG un sus-décalage du segment ST d'au moins 2 mm en précordial ou au moins 1 mm sur les dérivations standards, sur au moins 2 dérivations contiguës, c'est-à-dire qui explorent un territoire bien défini du myocarde, ou à l'électro, toujours un bloc de branche gauche récent ou présumé récent. Sur le plan biologique, c'est une élévation des marqueurs de nécrose myocardique, donc les CPK et les troponines. À quoi est dû l'infarctus du myocarde? C'est la conséquence, comme on a dit, d'une occlusion coronaire aiguë, souvent secondaire à un thrombus. Donc c'est une thrombose aiguë qui occlue, qui bouge totalement l'artère, contrairement au syndrome coronaire sans élévation du segment ST. Donc qui survient souvent suite à une fissure ou une fracture d'une plaque d'athérome. Donc cette fissuration des plaques d'athérome, comme vous voyez ici, va mettre en contact les éléments figurés du sang, donc les globules blancs, les plaquettes et tous les éléments figurés du sang, avec le contenu de cette plaque d'athérome, ce qui va entraîner une agrégation donc plaquettaire avec appel de fibrinogène, ce qui va obturer totalement, comme vous voyez ici, totalement l'artère. Cette occlusion va entraîner, en l'absence de reperfusion, une ischémie aiguë, donc les cellules myocardiques vont souffrir. À partir de 6 heures, si la reperfusion n'est pas assurée, une nécrose des cellules myocardiques. Cette ischémie nécrose, elle est responsable de troubles du rythme cardiaque graves qui peuvent aboutir à la mort subite. Donc ça constitue une urgence médicale, diagnostique et thérapeutique. D'autres mécanismes sont responsables de l'infarctus du myocarde qui sont un peu rares. Donc l'espasme coronaire qui peut survenir surtout chez les jeunes après la prise de tabac, une embolie coronaire, surtout les maladies système ou au cours de la fibrillation auriculaire, ou une dissection coronaire. Le diagnostic, comment le faire? On vient de dire que ça constitue une urgence, une véritable urgence médicale, thérapeutique et diagnostique. C'est une course contre la montre. Le diagnostic en urgence se fait par l'interrogatoire qui doit être rapide, qui ne doit pas retarder le traitement et le diagnostic. Donc en recherchant les facteurs de risque cardiovasculaire chez le patient, donc à savoir le diabète, l'hypertension artérielle, le tabagisme, la dyslipidémie, l'obésité, l'hérédité coronaire, et insister surtout sur le type de la douleur et l'horaire. Au début de la douleur, avec notion de 12 heures. Donc est-ce que le patient il a mal depuis plus, ou est-ce que la douleur a commencé depuis 12 heures? Cette notion de 12 heures aura une répercussion sur le traitement qu'on va voir après. Le diagnostic, on a dit en urgence, donc souvent, ou dans la forme typique, la douleur au cours de l'infarctus du myocarde, elle est rétrosternale constrictive en barre, elle irradie vers la mâchoire, vers les mâchoires ou vers l'irradiation cervicale ou la mâchoire. Elle est souvent intense, angoissante, elle est prolongée. Donc elle dure plus de 30 minutes. Donc, contrairement au syndrome coronaire sans élévation du segment ST où longueur est instable, où la douleur n'atteint pas les 30 minutes. Elle résiste aux dérivés nitrés. Pourquoi elle résiste aux dérivés nitrés? Parce qu'on vient de dire
comme on vient de dire, c'est une occlusion. L'artère est complètement bouchée, donc les dérivés nitrés ne donnent rien. C'est une douleur qui survient au repos. Le diagnostic en urgence. Donc, cliniquement, le patient peut présenter un malaise général avec pâleur, donc des signes accompagnateurs, un refroidissement des extrémités, des sueurs abondantes. On peut avoir des signes digestifs, nausées, vomissements, surtout dans les localisations inférieures de l'infarctus du myocarde, une tachycardie réactionnelle, une hypotension, une fièvre modérée, surtout les premiers jours. On peut avoir des formes indolores ou atypiques dans 20% des cas, donc surtout chez les sujets âgés et les diabétiques qui ne ressentent pas la douleur s'ils font un infarctus. Ou on peut découvrir l'infarctus aigu du myocarde lors d'un examen systématique, donc on fait un ECG pour une pathologie ou une autre, on découvre l'infarctus à la phase aiguë. Comme on peut découvrir l'infarctus du myocarde au cours d'une complication. Pour poser le diagnostic, il faut interroger le patient. Donc, on a vu les signes fonctionnels. Et surtout, l'examen clé, c'est l'électrocardiogramme, donc, qui doit être fait en urgence. Donc, au cours des premières minutes ou les premiers moments de l'infarctus du myocarde, quand on fait le CG, donc, on va avoir des ontées qui vont devenir amples, géantes et transitoires. Ça signifie l'ischémie, c'est le premier signe de l'infarctus. Si la reperfusion n'est pas faite, on va assister à un sus-décalage du segment ST. Vous voyez ici, là le segment ST il est isoélectrique, puis le segment ST va englober l'onté, donc on va avoir ce qu'on appelle une onde de Pardé. Donc ce sus-décalage, c'est ça le sus-décalage du ST, il est pathognomonique de l'infarctus du myocarde en constitution. Donc, c'est une lésion myocardique. Si le patient ne bénéficie pas de traitement adéquat, à savoir une reperfusion, on va avoir apparition des ondes de nécrose. Donc, le troisième stade, les ondes de nécrose ici, qui deviennent profondes et larges, ça signifie la nécrose, et ça survient entre la 3e et la 12e heure. On peut avoir dans les 2 semaines qui viennent une inversion de l'onde T. Souvent le tableau clinique il est typique, mais on peut avoir des formes un peu difficiles, surtout si le patient a à l'électrocardiogramme un bloc de branche complet ancien. Donc même si le patient fait un infarctus du myocarde, le CG ne va pas être modifié, ou chez les patients qui ont un pacemaker, donc un rythme électrostimulé, ou qui ont une préexcitation, donc une onde delta, même s'ils font un infarctus, le CG peut ne pas être modifié. Heureusement que ce sont des formes un peu rares. Et dans ce contexte-là, il faut s'aider du contexte clinique et de la biologie. Voici un ECG typique d'un infarctus aigu du myocarde en constitution. Vous voyez ici le segment ST qui englobe l'onté, donc c'est la véritable onde de Pardé en constitution. On a dit que ça dépasse les 2 mm, si vous calculez ici, et ça touche 3-4 dérivations, donc au moins 2 dérivations. Ça veut dire que ça touche un territoire bien systématisé du myocarde. Donc on a dit le diagnostic positif de syndrome coronaire aigu avec sus-décalage de ST basé sur la douleur thoracique aiguë et prolongée, et à l'ECG un sus-décalage du segment ST ou un bloc de branche gauche complet présumé récent ou récent. Donc ces éléments sont suffisants pour porter le diagnostic de l'infarctus du myocarde et commencer le traitement rapidement. L'examen clinique qui doit être succinct et rapide ne doit pas retarder la mise en route du traitement. Donc une auscultation cardiaque rapide à la recherche d'un 4e bruit cardiaque qui signifie une insuffisance cardiaque, ou d'un souffle qui peut signifier une complication, à savoir une fuite mitrale ou une communication interventriculaire. La prise de la tension artérielle qui doit être rapide. Elle est souvent élevée à la phase aiguë de l'infarctus, mais si elle est abaissée et reste abaissée, là on craint un choc cardiogénique suite à l'infarctus du myocarde. On recherche les signes
d'insuffisance cardiaque gauche, donc les râles crépitants pulmonaires, ou les signes d'insuffisance cardiaque droite dans les formes évoluées. Voici l'électrocardiogramme d'un infarctus du myocarde en constitution de la phase aiguë. Donc, territoire donc de V1, il y a un sus-décalage ici qui englobe l'anté. Vous voyez les antés qui sont amples. Donc, le sus-décalage qui touche V1, V2, V3, V4, un peu V5, c'est pratiquement un antérieur étendu. Donc, c'est un infarctus étendu. Localisation inférieure, il y a un sus-décalage ici, plus de 2 mm. Donc, ça touche 1, 2, 3 dérivations, donc un territoire bien systématisé. Voici l'électrocardiogramme d'un bloc de branche gauche complet, qui parfois prête à confusion avec un infarctus du myocarde, mais il suffit de s'entraîner pour faire la différence rapidement. Vous voyez ici les QRS qui sont élargis, donc ça dépasse les 3 petits carreaux, donc les 0,12 secondes, avec l'aspect qu'on retrouve presque toujours en cas du bloc de branche gauche, donc aspect RS ou QS de V1 à V3, avec l'onde R qui est ample en latéral, donc en V5, V6, et D1 à VL. Donc un patient qui a, par exemple, qui a fait un ECG hier qui était normal, et là, aujourd'hui, il vient pour une douleur thoracique prolongée, on fait un ECG, on trouve un ECG pareil, donc un bloc de branche gauche, c'est un infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est un bloc de branche gauche récent. Le traitement de l'infarctus du myocarde, on a dit que ça constitue une urgence thérapeutique médicale. Il faut revasculariser le patient, c'est-à-dire il faut ouvrir l'artère responsable de l'infarctus. Ça ne suffit pas d'ouvrir l'artère, mais il faut agir à l'étage cellulaire, reperfuser le myocarde pour plus de bénéfices. Donc, il faut sauver le myocarde afin de diminuer la morbimortalité après cet infarctus. Quels sont les moyens? C'est soit l'angioplastie primaire avec mise en place de stent ou par fibrinolyse. Le patient nécessite une mise ou une hospitalisation en unité de soins intensifs, donc un repos physique et psychique. Il faut une réanimation médicale, des voies d'abord, une surveillance constante du tracé électrique et des pressions ou des constantes hémodynamiques. Il faut calmer la douleur. Parfois, on a recours à des morphiniques vu l'intensité de la douleur. Une oxygénothérapie en cas d'insuffisance cardiaque ou si la saturation en oxygène est inférieure à 95%, on fait des prélèvements sanguins rapides sans retarder le diagnostic ou le traitement plutôt. Le traitement est basé sur la revascularisation. Donc, cette revascularisation est indiquée dans les 12 premières heures du début de la douleur. Et plus on tarde dans la mise en route du traitement, plus c'est des cellules myocardiques qu'on va perdre et plus on aura des conséquences néfastes après. Là, on dit que le temps, c'est du muscle. Cette diapo montre l'importance de la mise en route du traitement dans les toutes premières heures. Vous voyez ici, plus si le patient bénéficie de la fibrinolyse dans la première heure, on va sauver presque 70 patients sur 1000 patients thrombolisés. Plus on s'éloigne dans le temps, plus le bénéfice devient minime. Et voilà. Donc, on retient comme seuil de traitement 12 heures. Un patient qui suce des cas depuis plus de 12 heures, bon, s'il n'a pas mal, il n'y a pas un bénéfice à faire la fibrinolyse, d'où l'importance d'essayer de fibrinolyser les patients ou de revasculariser les patients dans les premières heures. Le traitement, on a dit, peut se faire soit par une angioplastie primaire avec une mise en place de stent, donc avec un traitement associé à base d'aspirine, clopidogrel et héparine,
ou avec autres anti-agrégants plaquettaires. L'indication, c'est une première intention si l'angioplastie ou la coronarographie est réalisée dans les 90 minutes après le premier contact médical ou si on a une contre-indication à la fibrinolyse. Le but, c'est d'ouvrir l'artère. Vous voyez ici une artère coronaire, donc l'interventriculaire antérieure qui est occluse, qui est bouchée, responsable d'un infarctus. Et là, on a mis un ressort, on a ouvert l'artère, on a recanalisé l'artère. Cette technique nécessite une structure lourde avec une équipe entraînée et surtout une logistique pour que le patient tire bénéfice de cette technique. La fibrinolyse. Deuxième art thérapeutique, c'est la fibrinolyse. Qui est fibrinolisé? Quels sont les patients qui doivent être fibrinolisés? Donc, on a dit tout patient qui a une douleur thoracique, même atypique, de moins de 12 heures, avec un sus-décalage du segment ST à l'électrocardiogramme. Donc, si le patient a mal et qu'on fait un ECG et on trouve un sus-décalage du segment ST, il faut fibrinoliser le patient. Quels sont les patients qu'on ne doit pas fibrinoliser ou quelles sont les contre-indications de la fibrinolyse? À mon avis, il faut retenir que les contre-indications absolues, donc on a les AVC hémorragiques, quelle que soit l'origine, un AVC ischémique de moins de 6 mois, une néoplasie, malformation artério-veineuse, traumatisme cérébral, traumatisme majeur, chirurgie de moins de 3 semaines, un saignement gastro-intestinal dans le mois précédent, une maladie hémorragique, dissection de l'aorte qui constitue une contre-indication absolue, une ponction d'une artère non compressible. Ça constitue une contre-indication. Il ne faut pas fibrinoliser le patient parce qu'ici, le risque est plus important que le bénéfice. Pour ce qui est des contre-indications relatives, on a un accident ischémique transitoire de moins de 6 mois, un traitement anticoagulant oral au long cours, une grossesse, un pic hypertensif, une maladie hépatique grave, une endocardite. C'est pourquoi c'est relatif? Parce que malgré la présence de ces signes, on peut fibrinoliser le patient parce qu'on sait que le bénéfice d'une fibrinolyse ou d'une reperfusion, il est important, il a une valeur pronostique. Qui peut pratiquer la fibrinolyse? C'est tout médecin qui assure les urgences. Il suffit de faire un ECG, d'avoir quelques moyens, et le patient peut être fibrinolisé. La fibrinolyse, elle est facile, c'est une injection intraveineuse, que ce soit en bolus, ça dépend de type de fibrinolytique, soit en bolus, soit sur un certain temps, donc comme la streptokinase, on peut l'injecter en perfusion continue de 30 à 90 minutes. Le bénéfice de la fibrinolyse est connu depuis longtemps. Donc, on a dit que ça a une valeur pronostique importante. Vous voyez ici l'intérêt pronostique de la fibrinolyse. Plus on tarde dans la reperfusion myocardique, plus on aura une répercussion même plusieurs années après l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez ici que le risque relatif de mortalité, il augmente de plus de 7% à 1 an, toutes les 30 minutes de délai supplémentaire jusqu'à la reperfusion. Donc, plus on tarde dans la reperfusion, même si le patient ne va pas décéder, par exemple, dans l'immédiat, à 1 an, il aura des conséquences un peu dramatiques. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que la fibrinolyse diminue la mortalité. Malgré cela, voici une étude qu'on a faite à notre niveau. Peu de patients, ou un peu plus de 50% des patients, bénéficient de la fibrinolyse dans les premières heures, ou surtout dans les 3 premières heures. Donc, ça nécessite une sensibilisation de notre part vis-à-vis de nos patients.
Le patient, une fois qu'il est fibrinolisé, quels sont les critères de reperfusion, de la réussite de la fibrinolyse? Donc, cliniquement, c'est la baisse ou la sédation rapide de la douleur. Et surtout, à l'ECG, c'est la diminution rapide du sus-décalage d'au moins 50% dans la dérivation là où il était le plus important. S'il avait un sus-décalage, par exemple, de 10 mm en V3, V4, après la fibrinolyse, si le sus-décalage devient à 3 mm, donc c'est plus de 50% de diminution, on parle d'un critère de réussite de la fibrinolyse. Donc là, le muscle est reperfusé, on peut crier victoire. Sur le plan biologique, on peut avoir un pic précoce des enzymes de la lyse myocardique dans le CPK et la troponine. Une fois fibrinolisé, le patient doit recevoir le traitement, à savoir de l'aspirine. Donc, après une dose de charge, on maintient une dose de 100 mg par jour à vie. Clopidogrel, après une dose de charge de 300 mg, une dose de 1 comprimé par jour pendant une année. Le patient doit bénéficier de l'héparine durant son hospitalisation. Le reste du traitement, donc les dérivés nitrés, durant 48 heures pour calmer la douleur, les bêta-bloqueurs, les inhibiteurs d'enzymes de conversion, l'anti-aldostérone en cas de complications hémodynamiques, à savoir d'insuffisance cardiaque, chez les patients diabétiques, ou s'il y a une baisse de la fraction d'éjection, les statines systématiquement à débuter aux doses efficaces avant la sortie de l'hôpital. Les complications de l'infarctus font la gravité de la pathologie. Donc le patient fait l'infarctus à J0. À J0, il peut faire une mort subite par trouble du rythme ventriculaire grave. Et s'il survit, il peut développer une insuffisance cardiaque par dilatation du ventricule gauche plusieurs mois, plusieurs années après. Les complications d'infarctus à la phase aiguë, donc durant les 48 premières heures, ce qui nécessite une surveillance étroite. Donc, ce sont surtout les troubles du rythme ventriculaire, les troubles du rythme et de la conduction, la fibrillation ventriculaire qui est le trouble du rythme le plus grave, qui peut emporter le patient, des extrasystoles ventriculaires qui sont les plus fréquentes. Donc, vous voyez ici des extrasystoles, alternance de complexes QRS normal avec des complexes élargis, donc des extrasystoles qui peuvent dégénérer en fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire. On peut avoir des troubles conductifs, un bloc auriculo-ventriculaire, des blocs de bronches, ce qui nécessite une surveillance et un traitement spécifique. Donc, si le patient fait une fibrillation ventriculaire, il suffit juste de le choquer pour le sauver. Mais si on ne le surveille pas, on ne va pas le choquer et il décède dans l'immédiat. Les autres complications hémodynamiques, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est la plus fréquente. Souvent, l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, le patient fait un œdème aigu du poumon. Il peut faire des embolies systémiques, une extension de la nécrose, donc dans un autre territoire. Des complications mécaniques qui sont graves aussi, donc rupture des septembres, rupture des piliers, donc des fuites mitrales importantes qui peuvent engendrer un œdème aigu du poumon suffocant, des communications interventriculaires qui nécessitent presque toujours une réparation chirurgicale. On peut avoir dans les cas massifs, dans les nécroses massives, un état de choc cardiogénique quand on a plus de 40% de nécrose myocardique. Plus tardivement, le patient peut développer de l'insuffisance cardiaque. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut reperfuser le patient pour diminuer cette morbidité, à savoir donc l'insuffisance cardiaque, longueur d'effort, les troubles du rythme ventriculaire qui peuvent persister des mois et voire des années après l'accident initial. On peut avoir une récidive de l'infarctus. L'évolution peut être favorable s'il n'y a pas de complications à la phase aiguë de l'infarctus. Voici ici l'électrocardiogramme d'un infarctus antérieur. Vous voyez ici un sus-décalage, donc sus-décalage du segment AC de plus de 2 mm dans 2 dérivations contiguës. Là, le patient fait une dégénérescence en fibrillation, tachycardie ventriculaire, puis fibrillation ventriculaire. Là, je pense qu'il a été choqué. On a rétabli un rythme normal, efficace.
Là, c'est un électrode d'un infarctus du myocarde inférieur compliqué d'une tachycardie ventriculaire. Là, il suffit de choquer le patient pour rétablir un rythme sinusal, rétablir une hémodynamique et sauver le patient. Là, c'est un tracé d'une fibrillation ventriculaire. Vous voyez les contractions anarchiques du cœur. Là, le patient est en état de mort apparent. Il faut le choquer rapidement pour assurer une reperfusion et sauver le patient. Un trouble conductif, vous voyez ici un infarctus inférieur, donc de dérivation contiguë, sur décalage, ralentissement de la fréquence cardiaque parce qu'on a ce qu'on appelle un bloc auriculo-ventriculaire. Vous voyez ici les ondes P qui ne conduisent pas, donc c'est un bloc auriculo-ventriculaire. Il faut donner de l'atropine et commencer la fibrinolyse. Ici, ça ne donne pas faire une stimulation cardiaque par montée de sonde temporaire. Pour conclure, on peut dire que l'infarctus du myocarde est une pathologie grave. Le rôle important est pronostic de la reperfusion myocardique en urgence qui sauve les vies des patients. Il faut insister sur le traitement préventif de cette pathologie. Il faut bien identifier les patients à risque de faire des infarctus ou des syndromes coronaires avec décalage du segment ST. Il faut lutter contre les facteurs de risque cardiovasculaire, assurer une meilleure prise en charge des patients coronariens en prévention secondaire et surtout insister sur la sensibilisation de la population. Je vous remercie. Merci, Dr. Az.